Bonjour, je suis Johanna Aouzi, coach professionnelle et cofondatrice de Lumanae. Et vous écoutez le podcast Coach Toujours, tu m'intéresses. Dans ce podcast, je vous propose de découvrir des femmes et des hommes qui ont en commun d'écouter, d'aider, d'orienter et surtout de coacher. Ils observent, analysent, comprennent, interrogent et guident des personnes qui leur font confiance pour déposer, partager, s'alléger, prendre de la hauteur et apprendre à mieux se connaître. Ils excellent dans l'art du questionnement et dans l'écoute sans jugement. Ensemble, nous discutons de leur parcours de coach, des méthodes qu'ils utilisent, d'un coaching qui les a marqués et de la façon dont leur approche a changé les choses pour leur coacher, voire pour eux-mêmes, pour se développer et rayonner. Bonne écoute. Alors, bonjour Jean et bienvenue dans le podcast Coach Toujours, tu m'intéresses. Alors, t'es le premier invité du podcast. Bienvenue. Merci Johanna et bonjour. Alors Jean, on se connaît un petit peu et je vais quand même essayer de te présenter en quelques mots et puis tu me diras si la présentation te convient ou pas. Alors Jean, tu es formé en restauration et tu es un manager chevronné. Tu as navigué sur des petites PME jusqu'à des grands groupes internationaux. Tu as rencontré des profils variés. Tu as expérimenté les grandeurs du comité de direction. Tu comprends les enjeux stratégiques et humains. Dans le cadre de ton expérience, tu as pris goût à analyser les relations humaines et tu maîtrises l'art de communiquer. D'ailleurs, tu as développé une formation sur ce sujet qui te passionne. Tu aimes éluder les questions à la façon d'un jeu d'échecs, les blocages du coaché pour regarder comment ça marche et quand ça ne marche pas. L'intervention systémique et le MBTI sont tes atouts pour faire un pas de côté. Voilà. C'est bien résumé. Pour commencer, j'aimerais te poser la question de savoir comment tu te sens maintenant. Je me sens curieux, un tout petit peu stressé parce que c'est une première pour moi, mais je crois que la curiosité l'emporte et on va voir ce qu'elle a à nous raconter. Oui, et on va voir ce que tu as à nous raconter. Pour débuter, l'idée, c'est un peu de poser des questions sur ton parcours en tant que coach et surtout ton parcours au travers du coaching. Et j'aimerais savoir comment toi, tu as découvert le coaching pour la première fois. Alors je crois que la première fois que j'ai découvert le coaching, c'est en me cassant les dents. Je vais t'expliquer. Oui. Tu as dit tout à l'heure dans la présentation que j'étais un manager chevronné. Alors je ne sais pas, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ça n'a pas toujours été le cas. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises de me heurter à des situations managériales dont j'avais bien du mal à me dépêtrer. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus ton parcours en détaillé pour qu'on comprenne comment t'en es venu à ce management en question et ce qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui? Alors 30 ans de carrière, je ne vais pas pouvoir tout résumer, mais si je prends les grandes étapes, tu as évoqué ma formation initiale en école hôtelière. Et donc j'ai pendant 25 ans bossé dans différentes boîtes de différentes tailles, comme tu l'as dit. Et il y a à peu près 25 ans, sur une opportunité, je me suis retrouvé à la tête d'une équipe d'une 60aine de personnes, D'accord. en n'ayant jamais managé, en n'ayant jamais fait de restauration collective et en ne connaissant pas la restauration dans le milieu hospitalier. Et en fait, j'ai participé à l'ouverture de l'hôpital européen Georges Pompidou D'accord. en 2000 et j'ai commencé à me casser les dents sur le management. Donc on apprend. Donc attends, jusqu'à présent, tu n'as jamais été manager et Non. là, tu as un poste presque de direction Ouais. directement. Ouais. Ok. Je vais pas rentrer dans les détails parce que ça serait trop long, mais c'est vraiment un concours de circonstances. C'était pas du tout prévu que je prenne ce poste. Et en fait, les circonstances ont fait que le poste s'est libéré et qu'on me l'a proposé. Et donc je me suis dit, quitte à me planter, autant me planter en tant que numéro 1 plutôt que de me planter en tant que numéro 2. C'est courageux, hein? Ou inconscient. Ouais. Quels ont été les défis managériaux que tu as vécu dans le cadre de cette position-là? Sur ce premier poste de manager, je pense que les défis managériaux, ils sont assez classiques, hein. Ils sont ceux de l'inexpérience, d'un manager débutant qui se heurte à des experts pas toujours très bienveillants, ou en tout cas qui s'appliquent à te faire sentir que tu connais rien. Et c'est
des expériences qui sont extrêmement positives après. Quand tu es dedans, c'est pas très agréable. C'est compliqué. Je me suis, je crois, évertué à tirer les leçons de cette première expérience qui a quand même duré 2 ans et demi et qui a été, difficile. C'était vraiment très prenant, c'était une super aventure parce que c'était une grosse ouverture, pour, l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Donc c'était un vrai challenge, mais c'était compliqué. Et est-ce qu'il y a un moment clé où tu te casses les dents, comme tu l'as dit, et tu prends conscience de la difficulté que c'est de prendre ce poste, Est-ce qu'un moment clé peut durer 2 ans et demi? Ah! Ça peut, c'est sûr. Non, je j'ai pas de moment charnière, mais c'est une difficulté, continue. Du Voilà, quotidien. c'est OK. une difficulté continue. Et c'est là que tu as découvert le coaching pour la première fois? Pas du tout, c'est beaucoup plus tard. Raconte. Alors ça, c'est dans mon dernier poste de salarié, Ouais. heu, une entreprise dans laquelle j'ai passé 13 ans. Alors tu as parlé tout à l'heure de la grandeur du comité de direction. Je suis pas sûr qu'on puisse qualifier ça de grandeur, mais pourquoi pas? Et donc là, dans cette entreprise où là, effectivement, j'ai probablement une bonne quinzaine d'années d'expérience de manager, donc je ne fais plus les mêmes erreurs, j'en fais d'autres. Et puis, il y a certaines situations où tu as beau avoir de l'expérience, tu arrives pas à dénouer le problème, notamment, c'est pas toujours simple, quand dans ton équipe, tu as 2 personnes qui s'entendent pas. Mmh. C'est pas si simple à dénouer, il y a des leviers que tu trouves pas toujours. Et pour répondre de façon précise à ta question, ma DRH ou mon ex-DRH maintenant, qui s'appelle Béatrice, je la salue si elle écoute. Elle est ma DRH depuis le début, dans cette entreprise. Il se trouve qu'elle est coach, Mmh. entre autres, et sans spécialement savoir qu'elle est coach, voilà, je le sais, mais c'est pas très clair pour moi ce que ça veut dire, d'être coach. C'est déjà à l'époque, un mot un peu galvaudé, Mmh. peut-être moins qu'aujourd'hui, mais c'est quand même galvaudé et en tout cas, c'est pas très clair pour ceux qui connaissent pas. Mmh. Et donc quand je suis en difficulté, bah, je la sollicite, je lui explique et puis parfois elle intervient en 2 temps, 3 mouvements, peut-être 4. Elle arrive à dénouer des situations sur lesquelles, moi je bloque, donc ça m'intrigue. Mmh. Tu Et comprends pas directement pourquoi comment elle dénoue, alors je suis pas toujours présent, parce que D'accord. parfois elle intervient auprès des salariés, de façon plus discrète, tu Mmh. vois? De façon un peu confidentielle, elle voit l'un, elle voit l'autre, je suis pas forcément présent, pas toujours en tout cas. Et puis, en fait, quand tu ne connais pas les approches de coaching, finalement, tu vois pas forcément que la question qui a été posée, est une question si particulière que ça. Tu ne mesures pas forcément l'importance du silence qu'elle laisse ou l'importance de la même question qu'elle pose plusieurs fois d'affilée. C'est questionnant. Et donc je vois qu'elle arrive à dénouer des choses sur lesquelles moi je me heurte parfois et donc je lui demande et là elle me fait une réponse assez laconique en me disant: «Je suis coach». D'accord, et donc ça t'a intrigué, et qu'est-ce qui t'a mené, à vouloir devenir coach? Est-ce que c'est Béatrice ou est-ce que c'est d'autres expériences ou des coachings que tu aurais reçus? Alors le moment clé, c'est sûr, c'est Béatrice. D'accord. Parce qu'après, ce 1er contact, elle est très c'est une petite entreprise, donc elle est très facile d'accès et j'échange beaucoup avec elle. Mmh. Je lui pose des questions, elle est formée à énormément d'approches. Donc, comment dire? Elle elle pique ma curiosité au vif. Ouais. Elle me conseille quelques lectures et du coup, je m'intéresse au sujet, mais pas encore de très, très près. Mmh. Ça vient un peu plus tard. Et à quel moment? Alors, ça vient c'est assez, lent comme venue, tu vois? C'est Mmh. pas un flash, Ah. où je me réveille un matin, où je me dis: «Je démissionne cet après-midi et après-demain, je me forme au coaching». C'est plus lent que ça. Il y a probablement un terrain favorable, mais peut-être on en reparlera. En fait, ça vient parce que, ben, quand tu passes 15 ans dans une entreprise, tu as vu énormément de sujets. Peut-être qu'il y a quand même il peut en tout cas, et c'est mon cas à ce moment-là, il peut y avoir un peu de lassitude, un peu de questionnement sur la suite. L'entreprise, est en mutation, à ce moment-là et je sens que peut-être c'est le moment pour moi de faire autre chose.
Alors la question, c'est de savoir quoi. Et d'un point de vue management, et je pense que ça, c'est un vrai déclencheur. Alors après, je pense que tous les managers n'ont pas la chance de vivre ce que moi j'ai pu vivre. Il y a eu une époque avant le Covid où j'avais vraiment une équipe de rêve. Pour un manager qui est prêt à lâcher son équipe quasiment en autonomie, moi c'était mon cas à cette époque-là. J'avais vraiment une équipe que je pouvais laisser travailler en toute confiance. Et finalement, en tout cas c'est ma vision des choses, quand un manager arrive avec une équipe, pas parce que tu y es arrivé une fois que tu y arrives toujours, hein. À ce niveau-là, peut-être que la question qui vient après, c'est OK, et le pas suivant, c'est quoi? Et peut-être que c'est à ce moment-là où je me suis dit, il y a peut-être possibilité de continuer à accompagner les gens sans être leur patron. Juste en étant là, en leur donnant, si c'est possible, juste ce dont ils ont besoin, ce que je peux leur apporter à ce moment-là. Et probablement, ça a fait lien avec tout le cheminement que j'avais pu faire dans mes échanges avec Béatrice. D'accord. Donc en fait, tu te rends compte que tu es quand même doué dans le côté accompagner tes équipes et quelque part, c'est ça aussi qui fait son chemin, de savoir en fait de quelle manière tu peux accompagner au mieux les personnes qui t'entourent finalement ou à plus grande échelle. Alors, je ne sais pas si je suis doué. En tout cas, les planètes sont alignées avec cette équipe-là. Et donc, ça fonctionne très bien. Et effectivement, j'ai des retours qui sont plutôt encourageants de ce point de vue-là. Et après, je te parlais de terreau favorable tout à l'heure, là, de façon très succincte. Je viens, moi, d'une famille où j'ai vu ma maman passer sa vie à s'occuper des autres. À faire attention que tout le monde aille le mieux possible, que les gens se sentent bien, que les gens puissent s'exprimer s'ils avaient besoin de s'exprimer. Alors il y a peut-être un petit côté génétique, hein. On ne peut pas l'exclure et j'aurai probablement jamais la réponse à cette question. Mais quand j'y réfléchis depuis que je fais ce métier-là ou cette profession-là, je ne sais pas trop. J'y ai réfléchi et en tout cas c'est un élément de réponse pour moi. Donc il y a probablement quelque chose d'envie de faire en sorte, ou en tout cas de pouvoir participer à ce que les gens aillent bien, ou aillent mieux. Déjà, aller mieux, c'est bien. Tu vois, donc il y a probablement ça. Et il y a probablement aussi le fait de se dire que à ce moment-là, j'ai quasiment 54 ans. C'était en quelle année? C'est une bonne question, je sais plus. Ça, c'est une question piège. Oui. Je sais plus, c'était 2022, Ok. je pense. Donc après le Covid. Après le Covid, ouais. Après le Covid, parce que le post-Covid dans cette entreprise a été extrêmement difficile. Probablement, ça accélère les choses aussi. Et donc en 2022, ou en tout cas entre 2021 et 2022, je te disais tout à l'heure que c'était un chemin assez lent. Ouais. Il y a probablement cette réflexion de me dire, ça me branche bien, le coaching. J'ai envie d'aller regarder de plus près. Et peut-être que si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Alors, je le fais maintenant. Donc c'est ce moment où tu vas passer la porte pour te former au coaching ou pas encore? Alors pas encore parce que je ne quitte l'entreprise que fin 2022, donc il se passe un peu de temps. Mais dans le cadre de mon départ, l'anecdote, c'est que Béatrice, ma DRH, prend sa retraite et que je suis le dernier départ qu'elle signe. Bon, pour un nouveau départ, sûrement. Et donc, j'ai déjà commencé à me former, en fait, en septembre 2022, je crois. Je sais plus. Oui, c'est ça, 2022. Septembre 2022, je commence à me former au coaching. Et tu te formes en quoi? Au coaching en règle générale? Alors, je reprends des études à la fac, que tu connais un peu. Je pose la question alors qu'on s'est rencontrés là. Voilà, mais Si, bon, oui, ok. effectivement. Et donc, je me forme à Paris 2, Oui. avec toi. Voilà. Et donc, tu commences ce master de coaching dans lequel on expérimente un petit peu enfin pas toutes, mais quelques pratiques de coaching, quelques techniques, enfin, c'est riche et varié. Alors, c'est super important ce que tu dis parce que il y a d'autres
moi, je connais maintenant un certain nombre de coachs qui ont fait d'autres formations Mmh. que celles que nous avons faites nous. Certaines sont très orientées outils, euh, parfois même très orientées outils et pratiques. D'autres écoles sont très orientées pratiques. C'est moins le cas de Paris 2 où nous, on nous dit clairement qu'on va nous présenter plein de choses Oui, et que charge à nous de faire notre marché. oui. Alors je ne sais pas si on peut appeler ça un vernis parce que je trouve ça assez finalement un peu péjoratif ce terme de vernis. En tout cas, je vais plutôt utiliser palette, c'est plus artistique. Oui. On nous présente toute une palette d'approches, on nous parle énormément de la posture qui, me semble-t-il, est primordiale. Et effectivement, charge à nous de faire nos courses. Et les intervenants tout au long de ce master nous disent, j'espère que tu seras d'accord avec moi, nous disent tous, moi c'est ce que j'aime, moi c'est ce que je pratique, mais si ça vous plaît pas, c'est ok. Mmh. Et dans ce cas-là, passez à autre chose. Et moi j'ai trouvé ça très enrichissant en fait, et très, alors formateur c'est sûr, mais j'ai trouvé ça finalement très humble de pas du tout assister à aucun moment à aucune démarche de prosélytisme. Mon approche c'est la meilleure, il faut absolument que vous fassiez ça. Et les découvertes et les rencontres que j'ai faites pendant cette année m'ont probablement changé. Pour reprendre ta métaphore des courses, qu'est-ce que toi tu as mis dans ton sac de courses? Tu es reparti avec quoi? Alors, ce qui est assez amusant, c'est que moi, je découvre un univers que finalement je connais pas. Euh, et je me souviens que à la fin de chaque session, généralement, on avait des sessions de 3 heures, parfois des journées entières. Et je sortais de là et je me disais, waouh, c'est génial, faut que je me forme. Et heureusement, on nous avait sensibilisés à ce sujet hein, assez vite en disant prenez votre temps, prenez le temps de découvrir, prenez le temps d'approfondir d'abord par vous-même, ne vous précipitez pas. Heureusement, mon livret d'épargne y serait passé. Ouais. Et en fait, je prends la décision de ne me former à rien d'autre euh, avant la fin du master. Voilà. Et donc j'attends septembre 2023. Mmh. C'est ça. J'attends septembre que tout soit fini, que le diplôme soit en poche, pour décider si je me forme à autre chose ou pas. Et? Et, et donc, je me forme à deux outils qui m'ont interpellé dans l'année. Le Clean Language. Euh, je me forme avec un petit groupe du master, on est 5 ou 6. Alors pour ceux qui connaissent pas le clean, peux-tu expliquer, en une phrase ce que c'est? Alors en une phrase, ça va être compliqué. Ou en 2. Donc je vais m'autoriser un peu plus qu'une ou deux phrases parce que là, sinon, ça va vraiment être très compliqué. Le clean language, c'est une approche de questionnement Mmh. extrêmement dépouillée Mmh. et qui se veut être la moins influençante possible Oui. pour laisser toute la liberté au coaché d'aller chercher les réponses qui lui conviennent. Et ce questionnement va venir faire émerger chez la personne accompagnée Mmh. une métaphore qui est peut-être pour lui moins douloureuse à explorer que sa problématique si c'est une problématique douloureuse. Mmh. Et le clean language va permettre de travailler avec le coaché sa métaphore et non pas sa problématique. Et en fait, la magie du clean language, c'est que quand tu travailles la métaphore, la problématique évolue en même temps. Oui, c'est comme si tu travaillais un peu sur ton inconscient, de manière consciente finalement, non? En tout cas, tu déplaces la souffrance Mmh. qui parfois peut être extrêmement lourde, en tout cas une problématique qui semble insurmontable. Et pour déplacer cette pensée qui peut-être est totalement focus sur Mmh. cette problématique qui semble peut-être insurmontable, Oui. on va travailler sur autre chose. On déplace un peu l'attention de la personne accompagnée sur sa métaphore. Et ce qui est incroyable dans cette approche, c'est que finalement, toi, en tant que coach, tu peux travailler une problématique avec ton client sans jamais savoir quelle est la réalité de sa problématique. Tu ne travailles que la métaphore. Mmh. Donc, je me forme à ça, un tout petit peu par rapport à ce que j'ai fait après. Et bon, je vais peser mes mots, mais mon coup de foudre pendant cette année de master,
c'est Palo Alto. Ouais. Et ça dure encore. Et tu continues à te former sur la méthode. Et je continue. Je me suis formé pendant un peu plus de 200 heures déjà. Alors, un bref résumé de ce que c'est. Un bref résumé en une phrase. Ouais, le moins le mieux. Alors, tu l'as évoqué tout à l'heure, Palo Alto, c'est une approche qui, contrairement à beaucoup d'approches qui sont orientées solution, est orientée problème. Mhm. Et comme tu l'as effleuré tout à l'heure dans ta présentation, avec Palo Alto et cette approche systémique, nous, on regarde comment ça marche quand ça marche pas. Mm. Alors, pour rentrer un tout petit peu, non pas dans les détails, mais pour que l'explication soit plus claire, en tout cas j'espère, on va accompagner notre coaché ou notre patient, parce que ça marche aussi en approche thérapie. On va accompagner notre patient sur plusieurs phases. On va d'abord l'accompagner pour qu'il se rende compte que les réponses qu'il apporte à un problème qu'il a, parfois depuis longtemps, contribuent à entretenir ce problème. C'est déjà un premier grand pas pour lui. Mhm. Et ensuite, une fois qu'on l'a accompagné tout en douceur à cette prise de conscience qui parfois est difficile, hein. Ça peut être du renoncement, ça peut être violent pour la personne accompagnée. On va petit à petit lui proposer de faire exactement l'inverse Mhm. de ce qu'il fait parfois depuis longtemps et qui entretient le problème, sans lui promettre que ça va fonctionner, mais ce qu'on lui promet, ou en tout cas ce à quoi on peut s'engager, c'est que cette réponse différente va permettre de modifier la réponse du système Mm. qui est dysfonctionnel. Ouais. Et toi, en tant que coach, tu fais des propositions ou ça vient uniquement du coaché? Ah, alors ça, c'est un grand débat. C'est un grand débat et la réponse que je vais apporter ne va pas plaire aux maïeuticiens pure souche. Parce que contrairement à certaines approches de coaching et peut-être aussi contrairement à ce qu'on nous incite, ce sur quoi on attire notre vigilance pendant toute cette formation de coaching, notamment sur la posture, où on nous demande vraiment essayer d'être dans le non-vouloir absolu. Nous, avec Palo Alto, on est interventionniste. Ah, d'accord. Pourquoi on est interventionniste? Milton Erickson, que tu connais un peu, a dit quelque chose qui est assez quantique. Il dit quoi, Milton Erickson? Il dit « On ne peut pas ne pas influencer, Oui. puisque notre simple présence influence. Et donc, quitte à influencer, influençons vraiment pour le bien de notre client, Mhm. évidemment. » Donc, pour répondre à ta question, on est interventionniste, on questionne évidemment et bien évidemment, on laisse notre client répondre à nos questions, on l'accompagne, il y a tout un cheminement. Et en revanche, ce qu'on fait systématiquement à la fin de chaque séance, c'est qu'on va lui proposer de faire ce qu'on appelle dans notre langage des tâches qui vont venir l'aider au minimum à arrêter de faire ce qu'il fait et qui ne marche pas, éventuellement de commencer ou de continuer à venir faire complètement l'inverse. Ouais, c'est intéressant comme approche. Et c'est pas une des approches les plus courantes qu'on rencontre en coaching, en tout cas. Alors, c'est quand même une approche qui est ancienne puisqu'elle date déjà des années 60 et qui est quand même pratiquée. Après, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui se forment à cette approche qui bifurquent vers la thérapie. Maintenant, il y a d'excellents coachs systémiciens, j'en connais plusieurs, qui ne coachent qu'avec cette approche-là. Après, on peut mixer les deux. Moi, je trouve assez intéressant quand on a la possibilité de le faire en coaching. C'est plus simple qu'en thérapie, de mélanger les approches et de faire aussi un peu de maïeutique en posant des questions, en se saisissant de ce qui émerge alors que 2 minutes avant, c'était pas là. On a le temps. Et puis, ce que nous apporte cette approche,
c'est peut-être un regard différent où nous, on prend l'habitude non pas de regarder la personne, mais les interactions qu'elle a avec les gens ou les éléments qui l'entourent, où parfois on va trouver des choses qui nous semblent importantes et que peut-être quelqu'un qui ne serait pas formé à la systémie ne verrait pas. Alors, pour changer un peu de sujet, je t'ai demandé de me proposer un ou plusieurs extraits de films ou de musique qui évoquent le coaching. Est-ce que tu en as trouvé? J'ai cherché. Je vais te proposer, si ça te convient, 2 extraits de films. Mhm. Pas de musique, Très bien. en tout cas pas pour l'instant. 2 extraits de films qui sont super connus, qui sont pas très récents, dont on nous a parlé pendant le master parce que je vais pas être super original, mais c'est assez parlant. Euh, le premier, c'est un extrait du film avec Robin Williams, Le Cercle des Poètes Disparus. Alors, en même temps que je te le dis, je pense à quelque chose. C'est-à-dire que la scène que j'ai décidé de te proposer aujourd'hui, c'est la fameuse scène où le professeur monte sur son bureau pour inviter ses élèves ou inciter ses élèves, qu'il les invite à l'imiter tout de suite après, à regarder les choses avec un angle de vue différent. C'est, je crois, exactement ce que fait un coach. Et donc, ce à quoi je pensais en même temps que je te parlais de ce film, c'est que c'est assez paradoxal finalement, puisque le coach se veut en posture basse Oui. et que Robin Williams monte sur le bureau et se retrouve donc en posture haute. Bon, ça c'est amusant, mais en réalité, ce qu'il fait, c'est que le fait d'inviter ses élèves à monter chacun leur tour sur le bureau euh, prouve bien qu'il se met en posture basse et qu'il les invite vraiment à découvrir les choses et presque à en faire une culture Mhm. qui va les accompagner probablement toute leur vie, d'apprendre à regarder les choses différemment, qu'il y a plein de façons différentes de regarder les choses, y compris quand c'est compliqué. Ouais, changer de perspective ou encore le pas de côté que t'aimes bien. Ah, le fameux pas de côté. Et le second extrait que tu veux proposer? Alors, le second extrait, c'est issu du film Le discours d'un roi, Oui. fameux Charles VI qui bégaye Mm. et qui va se faire accompagner par un spécialiste. Et l'extrait que j'ai retenu, ce qui est amusant, c'est que ça a résonné Palo Alto pour moi, alors même qu'à l'époque, Palo Alto n'existe pas, parce que c'est avant les années 60. Et ce que fait la personne qui accompagne Charles VI, dont j'ai oublié le nom, euh, elle lui fait répéter son discours en mettant de la musique tellement fort que même Charles VI ne s'entend pas parler. Mm. Et ce qui se passe, c'est qu'il bégaye pas. Et pourquoi Palo Alto? C'est que nous, dans les accompagnements qu'on peut faire avec l'approche Palo Alto, quand il y a quelque chose qui est tellement ancré, hein, par exemple, le bégaiement de Charles VI est évidemment extrêmement ancré. Il est persuadé qu'il ne peut pas s'en défaire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que son coach lui propose de vivre une expérience émotionnelle qui est complètement différente. Mm. Et grâce à ça, Charles VI se rend compte que finalement, il peut ne pas bégayer et que ça dépend de lui Ouais. et qu'il a le pouvoir. Ouais, il a le pouvoir. Et Palo Alto, c'est ça qu'on fait. Merci pour ces extraits de films qui sont des extraits qui représentent en effet bien le coaching, enfin nous, la façon dont on l'a étudié. Est-ce que tu pourrais nous raconter l'histoire d'un coaching qui t'a marqué en expliquant quelle était la demande initiale, comment s'est déroulé le coaching au cours des séances et quelle est ou quelles sont les méthodes utilisées et avec quoi est reparti le coaché, selon toi? Alors, je ne sais pas si je vais répondre à tout, mais je vais t'en proposer 2, Oui. assez courts, en restant flou, pour d'évidentes raisons de confidentialité. Absolument. Alors,
Un client qui vient et c'était dans des circonstances de coaching assez particulières, donc je ne l'ai vu qu'une fois Mmh. et il vient, non pas pour travailler sur ses émotions parce que c'est OK pour lui, toutes ces émotions-là, les émotions ne sont pas mes ennemis, Mmh. ce qui est pas toujours le cas, hein et donc en revanche, il a un souci sur, parfois il y a un trop plein de presque de désespoir qui parfois arrive, trop vite et il a envie de travailler là-dessus, mais en fait, c'est pas tant, sur la problématique du client, dont je voudrais parler. C'est en fait, on nous dit et on se rend compte dans nos expériences que, des gens qui nous ressemblent, heu, ma superviseuse dit même que les inconscients savent tout. Alors, on achète ou on n'achète pas, mais en tout cas, ce qui s'est passé avec ce client, c'est que dans les échanges, il y a 2 points qui émergent Mmh. très vite. C'est que sa maman souffre de la maladie d'Alzheimer Ouais. et que la mienne en est décédée et que quand quand il est face à une situation compliqué, il a tendance à aller chercher du réconfort ou à éluder la difficulté dans l'humour, Mmh. ce qui peut m'arriver aussi très souvent. Ouais. Alors, pourquoi je parle de ça? Je parle de ça parce que c'est très éclairant sur un questionnement que j'ai eu tout au début, sur, l'importance pour nous de travailler sur nous. Hem, Pourquoi est-ce que c'est important pour nous d'être supervisés? Pourquoi est-ce que c'est important pour nous de faire un travail thérapeutique? Mmh. Et en fait, je crois que la réponse est là. C'est-à-dire que, ça peut résonner parfois tellement. Alors quand je dis «ça peut», c'est la situation ou la problématique de notre client peut résonner tellement fort qu'il faut surtout pas qu'on passe à côté, sinon on risque de parler de nous plutôt que de parler de lui Oui. et si on fait ça, c'est pas bon du tout. Peut-être que tu peux expliquer ce que c'est la supervision pour les personnes qui ne connaissent pas la supervision? On peut déjà commencer par dire ce que ça n'est pas. Souvent on entend dire que, le superviseur, c'est le coach du coach. C'est pas ça. C'est malgré tout un autre regard Mmh. quand même et quand on coach, on est confronté à plein de problématiques qui peuvent être d'ordre très varié. On peut avoir un problème d'éthique, on peut avoir un problème de fonctionnement, on peut être confronté à un problème comme celui que je viens de donner en exemple et ne pas arriver à prendre suffisamment de distance avec le sujet et ne pas avoir trop su quoi en faire avec le client. Tout ça, c'est des questions qu'on peut venir poser en supervision avec une ou plusieurs personnes, superviseurs qui nous suivent. Moi, je connais des coachs qui ont plusieurs superviseurs, en fonction notamment parfois des approches qu'ils utilisent et où une supervision est peut-être plus adaptée que l'autre. Est-ce que j'ai répondu à ta Ouais, je question? pense. Et donc ce coaching dont tu parles, a résonné et donc tu l'as exposé auprès de ton superviseur? Comment ça s'est passé, Alors non, je ne l'ai pas exposé à mon superviseur parce que, pour moi, ça n'a pas été un sujet. Mmh. Ça n'a pas été un sujet parce que j'ai déjà travaillé dessus. En revanche, la question qui peut se poser, et que je me suis posée pendant la séance, c'est: «Est-ce que je est-ce que j'exprime ma connaissance, entre guillemets, du sujet à mon coaché ou pas?» Hem, Et qu'est-ce que tu as fait? je pense que la bonne question à se poser, c'est: «Est-ce que c'est utile pour lui?» Ouais, J'ai estimé que non et donc je n'ai rien dit. d'accord. Voilà. Probablement d'autres auraient fait différemment. Moi, c'est la décision que j'ai prise à ce moment-là. Hem et ça, en revanche, ça pourrait être une question, complètement de supervision parce que j'ai apporté une réponse, mais peut-être qu'il y avait d'autres façons de regarder les choses.
Et est-ce que tu penses, toi, donc avec le recul que tu as désormais, que ton expérience a été utile pour tes questionnements ou pour l'orientation que tu as donnée à ce coaching? Alors ça, c'est une super bonne question et je ne sais pas si j'ai la réponse. Forcément, ça influence, mais à partir du moment où je prends la décision en conscience de mettre ça à distance, peut-être que ça influence pas trop quand même. Mmh. Mmh. Je suis pas sûr que ça ait influencé. En revanche, ce que ça influence forcément, c'est l'empathie. Oui. Parce que je sais de quoi la personne parle, Mmh. hein. Hem, J'allais dire c'est plus facile d'être empathique. Être empathique, c'est pas toujours évident. Hem Et là, forcément, c'est plus simple. Et donc, à la fin de ce coaching, est-ce que tu penses, l'avoir aidé? Est-ce que tu penses que ton intervention a changé quelque chose ou elle a pu prendre du recul sur sa situation? En tout cas, c'était pas la gestion des émotions, c'était C'était le trop-plein. ouais. À certains moments, donc, sans rentrer dans le détail et puis comme je te disais, c'était une seule séance, Oui. c'était des circonstances particulières. Enfin, j'ai proposé à cette personne de travailler sur ce qu'on appelle la part en trop, hein. C'est-à-dire que, heu, pour cette personne-là, c'est OK d'être triste, c'est pas OK, d'être désespéré et donc on vient travailler sur cette part en trop pour lui donner, la possibilité de la vider pour que ça ne vienne pas la submerger. OK, et de quelle manière tu travailles sur la part en trop? Et ben, justement, on va d'abord, lui donner des clés pour la repérer, ce qui est pas toujours évident et puis après on donne des outils ou on propose, en tout cas on n'impose jamais, hein, heu, on propose des outils pour venir, vider cette part en trop et pour cette personne-là, alors la situation est plus compliquée que ça, il y avait aussi un travail à faire sur la colère en même temps. Parce qu'on avait, en systémie, en décodage systémique, on avait détecté que, hem, la colère était un moteur de transformation de cette tristesse en désespoir parfois. Donc en vidant la colère, ça permettait au désespoir de ne pas arriver. On n'a pas la suite de l'histoire. Ouais. Et tu voulais aussi, parler d'un autre coaching, qui t'a marqué? Oui, alors, ce coaching, il est, je trouve, intéressant pour illustrer le regard différent qu'on peut apporter à notre client. Alors même que le simple fait de l'exprimer, il comprend même pas comment il a fait pour pas le voir. Quand lui l'exprime ou quand? Quand toi, tu exprimes en tant que coach Ah oui. ce que tu perçois ou ce Mmh. que tu vois et que la personne te regarde avec des grands yeux et te dit: «Waouh, bah, j'avais jamais pensé à ça» ou «J'avais jamais vu ça comme ça». Donc l'exemple qui m'est venu, c'est une personne, que j'accompagne et qui est venue me voir pour une difficulté qu'elle rencontre, sur un presque un réflexe qu'elle a. En fait, quand, elle est avec son cercle d'amis ou son cercle familial, quand il y a un désaccord et qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec elle, elle fait tout ce qu'elle peut pour les ranger à son avis à elle. Mmh. Et en creusant, ce dont on se rend compte, c'est que elle fait tout ce qu'elle peut pour que les gens se rangent à son avis, pour que tout le monde soit d'accord et que, comme ça, on évite le conflit. Oui. Donc le but, c'est pas d'avoir raison, c'est d'éviter le conflit. Exactement. Mmh. Et elle fait ça depuis toujours. Mmh. Et donc, quand elle m'exprime ça, moi, ce qui me vient, alors en approche Palo Alto, on appelle ça un recadrage, c'est-à-dire poser quelque chose ou proposer quelque chose à la personne qu'on accompagne qui va lui, peut-être, permettre, de changer son regard sur la situation. Et donc ce que je lui ai dit, c'est que je lui ai dit: «En essayant à tout prix de ranger les gens à ton avis pour éviter le conflit, tu prends le risque d'en créer un». Ah oui, c'est fort. Bah, je sais pas si c'est fort, moi ça me paraît simple, mais elle l'avait pas vu comme ça. Et ça a changé beaucoup de choses.
a priori, ce simple recadrage qui est finalement évident quand on regarde avec un œil peut-être un peu plus extérieur que ce qu'elle faisait, elle s'est rendue compte qu'effectivement, en faisant ça, elle risque de générer ce qu'elle veut à tout prix éviter. Voilà. Et ça, c'est une personne que tu suivais sur plusieurs séances? Ouais. Ouais. Donc, tu as pu voir les développements. Ouais. Ok. Et ces feedbacks qui sont intéressants. Mm. Qui sont intéressants et sa prise de recul par rapport à ces situations qui, d'après elle, étaient très souvent conflictuelles, du coup, ne le sont plus, ou en tout cas ne le sont moins aujourd'hui. Donc tant mieux. Oui, c'est sûr. J'ai posé la question de savoir si tu voulais partager un texte ou un mantra qui te plaît et qui te parle, et pourquoi? Alors, oui, je veux bien. C'est un texte que j'ai raccourci parce que sinon il aurait été un peu long. Je crois, comme tu l'as dit tout à l'heure, on se connaît un peu, je crois que l'autrice de ce texte va te parler, c'est Marie Robert. Ah oui, je l'adore. Je sais, moi aussi. Alors, je ne suis pas sûr qu'elle écoutera ce podcast, mais on ne sait jamais. Si elle l'écoute, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas d'avoir raccourci son texte. Alors, je le lis, c'est évidemment pas de moi, et elle dit, Marie, la chose suivante. Ce matin, il faut reprendre la route, renouer avec l'extérieur, réapprivoiser la contrainte. Avec ce nouveau cycle viennent des émotions mêlées. Excitation, anxiété, impatience ou découragement. Des imprévus, des chocs, des déceptions sont inévitables. Mais si nous ne contrôlons pas ce qui arrive, nous pouvons choisir comment le regarder. Chercher la beauté ou s'enfermer dans la méfiance. Une femme des services sociaux me confiait qu'elle tentait d'être une lumière dans la nuit, de rester juste pour quelqu'un qui en a besoin. Accueillir ce qui vient sans lutter contre l'incontrôlable, naviguer malgré les tempêtes. La vie a ses marées. Je vous souhaite de trouver vos rivages de paix. C'est beau. Elle écrit bien, Marie. Ouais, elle écrit vraiment bien. Et pour quelle raison ce texte te parle? Alors, le problème, c'est que tous ces textes me parlent. Ou quasiment. Pourquoi tu as choisi Bon. celui-là? Alors, j'ai choisi celui-là parce que finalement, ce qu'elle nous propose, en tout cas ce que j'en prends moi dans ce texte, c'est que on ne contrôle pas tout et que parfois la réalité est compliquée. Ce qu'on peut en faire, en revanche, est variable. Et en fait, Marie, j'ai l'impression qu'avec ce texte, elle nous ouvre une page d'optimisme, de confiance. Et en ce moment, c'est plutôt bien. Oui, ça fait du bien. Génial, on va finir là-dessus. Et merci pour le temps que tu as consacré à l'enregistrement de ce podcast et d'être le premier invité sur le podcast Coach Toujours, tu m'intéresses. Merci à toi, Johanna. À bientôt. À bientôt.